Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bienvenue sur la saison 4 de Veto Micro, le podcast numéro 1 de la profession veto. Parce qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire, nous donnons la parole à celles et ceux qui font vivre nos métiers au quotidien. En nous partageant leur parcours professionnel, ils interrogent leurs choix, leurs ambitions et leurs doutes. Au travers de leurs histoires et de leur rapport au vivant, ils questionnent aussi l'avenir de notre profession. Nous sommes Colline, Annabelle, Sophie et Marine, 4 vétérinaires multicasquettes, et chaque semaine, nous vous emmenons à la rencontre de consoeurs et confrères aux parcours multiples, inspirants et parfois inattendus. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de recevoir Hélène Bourguignon. Salut Hélène, bienvenue sur Veto Micro. Salut Marine. Hélène, t'es sortie de l'école de Nantes en 97 et tu es aujourd'hui chef du service de biologie équine de la Fédération nationale des courses hippiques, où tu diriges plus d'une centaine de personnes dans le cadre de la lutte antidopage. Un poste exigeant, mais aussi intéressant qui t'a permis de réinventer ta carrière après un long parcours en médecine équine libérale. Alors ton histoire professionnelle, elle est jalonnée de virages, des débuts dans un contexte où l'équine était très dure et manquait de cadre et de reconnaissance, et puis ce fameux week-end de garde où à bout tu donnes ta démission, puis une installation à ton compte, seule en itinérance, puis à plusieurs. C'est là d'ailleurs qu'on se rencontre, il y a 18 ans, alors ça nous rajeunit pas. Mais quand j'ai fait un stage l'été de ma première année, et je me souviens avoir été marquée par ton énergie et ta relation privilégiée avec les clients. Et puis un autre dimanche de garde, quelques années plus tard, où fatiguée par la charge et les contraintes du libéral, tu ouvres la porte à une nouvelle aventure, celle qui est aujourd'hui toujours d'actualité. Dans cet épisode, on va donc parler d'équine, de course, de dopage, mais aussi de choix de vie, des virages de carrière et de ce que signifie pour toi continuer à exercer ce métier autrement. Et en préparant cet entretien, tu m'as confié une particularité. Tu as fait le choix d'avoir un bébé au début de ton cursus en école veto, ce qui est pas banal. Donc on va aussi parler un peu de ce choix de maternité qui dit déjà beaucoup de ta capacité à tracer ta route. Alors moi, j'ai résumé ton parcours dans les grandes lignes, mais toi, si tu devais te présenter à ta manière sur ce qui est le plus important, ce qui te constitue le plus, qu'est-ce que tu me dirais ? Merci Marine pour cette présentation. Ça fait toujours bizarre d'entendre parler de soi. C'est vrai. Moi, si je résumais ma carrière, jusqu'à présent, parce que moi j'ai 53 ans, je sais pas, je dirais que c'est la passion, le revirement, ne jamais rester sur ses acquis et les chamboulements un peu professionnels. J'ai l'impression que j'ai fait, grâce à ce métier de vétérinaire, beaucoup de métiers différents en fait, et tous passionnants, autant les uns que les autres, avec des activités diverses, mais qui m'ont enrichi professionnellement et humainement. Et je suis maintenant, avec du recul, je suis assez fière quand même du chemin parcouru, même si, comme tout le monde, il y a des jours où c'est compliqué, hein, faut pas se leurrer, quel que soit le travail qu'on fait. Enfin, à moins qu'il y ait des gens qui arrivent à être au top tous les jours, tout le temps, toute l'année. Je pense qu'il y a des hauts et des bas. Et moi, j'en ai eu pas mal, des hauts et des bas, mais je suis quand même super contente d'avoir et de continuer à faire ce métier qui est quand même passionnant, même si je n'exerce plus effectivement en clientèle et que je ne soigne plus de chevaux, mais j'ai quand même l'impression de, par mon travail, continuer à œuvrer pour leur santé et leur bien-être par ce que je fais actuellement. Donc ouais, je suis contente et j'espère que ça va durer, surtout que je vais avoir une bonne santé pour continuer à faire tout ce que je fais, parce que je fais beaucoup de choses. Bon, parfait, on commence par une note positive. Alors, quand on a préparé cette interview, tu m'as dit que du plus loin que tu t'en souviennes, tu as toujours voulu être vétérinaire. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu arrives à l'école de Nantes ? Alors moi, je suis originaire de Loire-Atlantique. Je faisais du poney quand j'étais gamine. À 8 ans, j'ai commencé à monter à poney et c'était vraiment une grande passion. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui me soutenaient dans mon activité. Et j'ai fait beaucoup d'équitation. Même mes parents m'avaient acheté un poney et tout à la maison. On avait même le cheval à la maison. C'était vraiment le centre de ma vie. J'avais mes copines qui faisaient de la danse et moi, la danse, ça me semblait complètement inutile. Je voulais faire du cheval. Et on avait des animaux, on avait plein d'animaux à la maison. On avait des lapins, on avait des chiens, on avait un chien, on avait des chats, on avait des poules. Enfin, on avait plein de trucs.
On partait en vacances avec tous les animaux dans la voiture. On aurait dit des manouches des fois. C'était assez extraordinaire. J'en ai un souvenir vraiment très ému quand j'y repense. Et j'ai toujours dit que je voulais faire vétérinaire. Et toujours. Et je pense que j'ai écouté pas mal de vos podcasts et puis j'ai l'impression qu'on est un peu toutes pareilles. En fait, en tout cas, j'ai entendu beaucoup de femmes parler de leur métier et c'est souvent ça quand même. Et c'est vrai que bon, évidemment, quand tu dis que tu veux faire vétérinaire, t'as toujours des gens qui te disent, surtout à l'époque, mais c'est très dur, tu vas pas y arriver. Si jamais ça marche pas, qu'est-ce que tu vas faire? Alors c'est vrai que j'avais quand même des plans B au cas où ça ne fonctionnerait pas, mais j'ai jamais vraiment envisagé que ça ne fonctionne pas. Et je l'ai tellement envisagé qu'en fait, quand j'étais en terminale, j'étais tellement confiante. J'avais déposé à l'époque, la prépa, c'était en 1 année et c'était que prépa véto. Et j'avais déposé qu'un seul dossier à l'école de Nantes, c'était au lycée Clémenceau à l'époque. Et j'étais confiante, j'étais un peu à l'aise. En fait, je faisais beaucoup de cheval en fait pendant que j'étais étudiante et je travaillais le matin avant d'aller en cours. Je travaillais pas beaucoup à l'époque en fait et j'avais des bons résultats. Et c'est vrai que je me suis présentée avec le dossier pour la prépa un petit peu les doigts de pied en éventail. Et puis là, catastrophe, j'ai pas été prise parce que le dossier à l'époque pour rentrer en prépa à Clémenceau, c'était hyper sélectif. Et là, je me suis pris un coup de massue parce qu'en fait, j'avais déposé qu'un seul dossier. J'avais mon bac. Pas, quoi. Et puis en fait, j'étais pas acceptée en prépa. Alors là, mes parents, ils faisaient vraiment une sale tête. Du coup, j'ai redoublé ma terminale pour refaire le dossier. Pour pouvoir refaire le dossier. Pour refaire juste le dossier. Alors, t'avais ton bac? Oui, j'avais mon bac. D'accord. J'ai redoublé ma terminale pour ça. Et là, évidemment, comme j'avais le soutien de tous les profs, c'était vraiment une année de terminale, mais vraiment easy. C'était trop rigolo. Les profs étaient vraiment sympas avec moi. C'était chouette. Et donc, du coup, après, j'avais un super dossier. Et là, j'avais demandé plusieurs prépas, mais j'ai quand même été à la prépa de Nantes. À l'époque, c'était en 1 an, mais évidemment, c'était très difficile d'intégrer Bisu. Donc, j'ai fait carré. J'ai des souvenirs très très positifs de ces années de prépa. C'était dur, bien sûr, mais j'avais un petit appart juste à côté du lycée Clémenceau, sous les toits, et il y avait un truc qui me marque, dont je me souviens toujours, c'est que à cette époque-là, il y avait beaucoup de balades en calèche c'était à Nantes, sur la place à côté de la cathédrale, il y avait les chevaux. Et pendant que je révisais avec les fenêtres ouvertes sous les toits, j'entendais le bruit des sabots sur les pavés, et ça me stimulait en fait. Ouais. Ça me stimulait parce que j'avais arrêté la première année de monter à cheval. À cette époque-là, je montais beaucoup à cheval. Je sortais en concours et tout. Et pour la première année, pour me consacrer aux études, j'avais arrêté de monter et ça m'avait bien déprimée. Donc, quand j'ai redoublé, j'avais repris le cheval. T'as pris le temps, oui, t'avais un peu plus de temps pour remonter à cheval. Et ça a été un gros moteur. Et puis, bon, après, j'avais demandé en premier choix l'école de Nantes. J'ai eu l'école de Nantes. Est-ce que cette scolarité à l'école de Nantes, qui était tant attendue, puisque t'as quand même tout donné pour l'avoir, est à la hauteur de tes espérances quand t'arrives à l'école? Ah ouais. Ouais, c'était super. Mes années d'école, même si elles étaient un petit peu différentes, parce que comme tu l'as dit, j'ai eu un enfant pendant que j'étais à l'école, mais c'est des années super. Enfin, tellement super que d'ailleurs j'ai continué à travailler après à l'école vétérinaire de Nantes pendant 2 ans. En fait, à la fin de mes études, à cette époque-là, il n'y avait pas les systèmes d'internat, de résidanat comme il y a maintenant. À l'école de Nantes, il n'y avait pas d'unité d'équine. C'était encore des services très séparés avec des chefs de service. Donc, il y avait le service de reproduction, le service de chirurgie, le service de médecine. Et ils cherchaient quelqu'un pour faire le lien un peu tout dans ces services. Et donc, moi, j'avais à cette époque, le poste s'appelait chargé de consultation et d'hospitalisation des équidés. Donc, en fait, on travaillait en collaboration, mais avec les 3 services, qui n'étaient pas forcément évidents quand on connaît comment ça se passe dans les écoles véto, avec les chefs de service, les rivalités internes, c'était un peu compliqué. J'ai appris ce que c'était l'administration et la diplomatie entre les différentes personnes. Surtout qu'il y avait des chefs de service avec des fortes personnalités à l'époque. Et j'imagine que c'est toujours un peu comme ça, mais enfin c'est différent. Mais moi, c'était très marquant à l'époque. Et donc c'était pendant 2 ans, j'ai fait ça.
Et c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé parce que je travaille avec les étudiants. J'aime beaucoup l'aspect pédagogique. Donc non, mais les années à l'école veto, c'était super. C'était super. Et on comprend que le cheval, il arrive même largement avant, évidemment, que tu arrives à l'école veto. Tu dis que tu as adoré ces années-là, mais pour autant, avant de faire vraiment de l'équine, il s'est écoulé un petit peu de temps. Et ça t'a pas du tout frustré? En fait, j'ai toujours fait de l'équine parce qu'à l'école, je m'occupais que d'équine. Donc en fait, moi, j'ai toujours pratiqué que en équine. Et alors, à mon époque, on pouvait pas faire que de l'équine à l'école. Il y avait pas, fallait obligatoirement faire canine et équine. La spécialité équine n'existait pas. Mais tes premières années, tu as quand même fait comme tout le monde de la théorie, des cliniques. Tu as commencé par la canine et ça t'a pas du tout frustré, quoi. Ah non, moi j'aimais tout. C'était à part la pathologie du bétail où j'étais nulle, j'étais un peu un dilettante. J'ai eu un coup de bol d'ailleurs. J'ai un souvenir d'examen de pathologie du bétail et j'avais rien révisé, toute la vière et tout, ça m'intéressait pas du tout, bien sûr. Bon, il fallait bien suivre les cours, mais on arrive à l'examen de pathologie du bétail et j'avais regardé le truc en diagonale, j'avais fait l'impasse totale sur la vière et bon, les vaches, j'avais suivi le truc et fallait tirer une question au sort et je tombe sur l'obstruction ésophagienne chez la vache. Mais évidemment, je connaissais rien à la vache, j'avais tout fait un peu en dilettante. Et je me suis servi de l'obstruction ésophagienne du cheval. J'ai tout pipoté en partant de l'obstruction ésophagienne chez le cheval. Voilà. Et ouais, du hold-up. c'est passé easy, mais c'était rigolo. Heureusement que j'étais tombée là-dessus, quand même. Et donc, tu l'as dit tout à l'heure, tu as eu un enfant au début de ton cursus. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est arrivé dans ta vie? Ouais, alors en fait, le conjoint avec lequel j'étais à l'époque, qui est devenu mon mari, a eu pendant que j'étais en première année, il y a eu un drame familial en fait, et ça a été très compliqué. Et à l'époque, quand j'étais en première année, on habitait en fait à 70 bornes de l'école de Nantes, on faisait beaucoup de routes et on a eu beaucoup de soucis personnels à cette époque-là. Et ça m'a fait rater pas mal d'examens théoriques de première année. Et je me suis retrouvée en septembre, j'avais 7 UV de retard. Et parce que ça avait été compliqué humainement, personnellement. Et à cette époque-là, je sais pas comment c'est maintenant, mais il fallait pour pouvoir passer en deuxième année avoir au maximum 2 UV de retard. Tu pouvais passer en deuxième année avec 2 UV. Moi, j'en avais 7 en septembre, donc j'ai travaillé comme une acharnée pendant l'été, mais malheureusement, je suis restée avec 3 UV non rattrapés. Donc, tu étais obligée de redoubler, en fait. Et j'étais obligée de redoubler à cause de ça. Alors, en plus, c'était des UV, je me rappelle plus, mais il y avait microbiologie, il y avait peut-être physio, et puis je sais plus laquelle, un truc IDAOA, enfin des trucs, voilà, pas très très passionnants à l'époque, même si c'était très utile malgré tout. Et là, je me suis dit, waouh, je vais redoubler ma première année. Il n'y a pas du tout de pratique à l'époque, ça reste très théorie. 1 an pour 3 UV qui sont inintéressantes entre guillemets. Je me suis dit ça va pas. Je me suis dit bon. Après j'étais déjà très active, je faisais beaucoup de stages, je naviguais beaucoup déjà. J'étais déjà très investie. Par ailleurs, je faisais pas que l'école. Et en fait, à cette époque-là, en fait, je voyais mon conjoint qui était vraiment très malheureux. Il avait perdu ses 2 parents. En fait, c'était assez soudain, ça avait été assez dramatique. Et je me suis dit, faut que je fasse quelque chose. Et en fait, par amour, je me suis dit, faut que je lui donne un sens à sa vie, voilà. Et je me suis dit, c'est con, je vais perdre une année à rien faire. Peut-être que de faire un enfant, ça va lui redonner goût à la vie et lui redonner un but. Et moi, je me suis dit, en plus, à cette époque-là, j'avais vachement d'ambition professionnelle. Je me suis dit, après, faire un enfant quand t'es installé, quand t'es en pleine activité, je me dis, ça doit être hyper compliqué. Je me suis dit, pourquoi pas? Puis j'avais des parents formidables et je leur ai pas dit mon projet, évidemment. C'était un projet secret. Et je suis tombée enceinte hyper rapidement. Bon, j'avais parlé avec mon conjoint, évidemment. Quel âge à ce moment-là? J'ai 21 ans. Oh la vache. J'ai 21 ans, je suis à l'école, je tombe enceinte super rapidement. À cette époque-là, on est fertile. Ah bah oui, c'est ça, oui, c'est qu'on on fait beaucoup moins, parce que maintenant l'âge moyen c'est 30 ans, mais à 21 voilà, ans, on est au pic de 21 ans en fertilité, général, ça passe bien. Et donc je me vois le matin où j'annonce à ma mère que je suis enceinte, et Elle elle me dit non, pas du tout. Elle me dit
bah je vais vous aider quoi, Ouais. je serai là pour vous aider. Et du coup, Des donc je suis parents soutenants, ça. ouais, j'ai des parents extraordinaires. Ma maman est décédée, mais j'ai des parents extraordinaires enfin voilà, j'ai eu beaucoup de chance en fait. Et en fait, donc je redouble ma première année, donc je fais quelques examens, enceinte jusqu'aux yeux en juin, puisque enfin non, en mai, puisque mon fils, j'ai accouché en mai. Donc j'ai fait un examen en juin, j'avais accouché. Je me rappelle, j'allais tirer le lait dans les toilettes de l'école. Ouais, Enfin, parce que c'était tu affreux. allaité en plus. Ouais, 1 mois, mais au bout d'un mois C'est dur, hein, dans ce après contexte. l'épisode de tirage de lait dans les toilettes de l'école, je me suis dit: «Ça suffit, j'arrête ça». J'ai tenu 1 mois, c'est bon. Mais bon, je me souviens de cours où j'arrivais, je me rappelle de l'examen de physio où j'étais enceinte jusqu'aux yeux et je me rappelle des jurys, je vais taire leurs noms parce que ils vont se ils vont se rappeler si, j'ai toujours des contacts avec, un de mes profs de l'époque. Moi je voyais bien, ils étaient très taquins, c'était, 3 bonhommes là, hein, ils avaient en face d'eux, une petite nana enceinte jusqu'aux yeux en première année. Je peux te dire qu'ils en pensaient certainement pas moins. Mais c'était sympa, moi j'ai que des bons souvenirs de tout Et ça. justement, comment c'est Mmh. perçu par le corps enseignant? À cette époque-là, c'est quel ratio hommes-femmes dans les écoles? Il y a déjà une féminisation importante. Oui, il y a déjà Mmh. pas mal de femmes, hein, on est assez nombreuses, mais c'est pas autant que c'est devenu après, je me souviens pas, mais je dirais qu'on est moite-moite, Ouais, moite-moite, oui, ouais, c'est à à peu peu près ça, près. ouais. Mmh. Et non, j'ai pas eu l'impression, on participait avec mon conjoint, on avait beaucoup, on participait vraiment à la vie étudiante quand même, tu vois? On s'est pas du tout, exclus. Bridé, Je ouais. faisais les soirées quand même, on faisait des trucs, on s'invitait mutuellement les uns chez les autres. J'ai pas eu une vie, scolaire en dehors, des autres étudiants, tu vois? Je me suis jamais sentie, Ni différente. jugé. Non, ni Mmh. jugée ni différente. Vraiment, il y a eu, Et comment on gère, aucun problème. une scolarité quand même assez dense? Parce que c'est une scolarité assez dense Ouais. avec l'accueil d'un tout petit bébé. Alors au départ, ma maman m'a quand même, aidée. Je me rappelle au début quand j'étais dans les examens, à cette époque-là, on était retournés vivre, chez mes parents ma mère m'a beaucoup aidée. Pendant les nuits, elle gardait mon fils, elle me l'emmenait quand il se réveillait pour que je dorme quand même. Elle me l'amenait pour que je le fasse téter, enfin c'était terrible ouais, quand j'y repense à elle, c'était vraiment une sainte femme. Elle est extraordinaire. Parce que les débuts Et d'un nourrisson, j'en ouais, sais quelque chose. ouais. Mon dernier a que 7 mois. Moi aussi, j'ai arrêté d'allaiter après avoir tiré mon lait dans les toilettes de la salle à côté où on enregistre parce qu'à un moment, c'est compliqué. Donc je vois Voilà, ce que tu ouais. veux dire. Mais du coup, tu arrivais quand même, enfin, grâce à ce soutien, tu as réussi Ouais, à mener une scolarité ouais. quasiment normale, quoi. Ouais, et puis après j'ai eu une nounou quand on est installé dans notre maison, mon mari à l'époque avait fait des travaux, on rénovait une maison et après donc on s'est installé dans une maison et j'ai trouvé une nounou à côté de la maison qui était formidable et qui était pas regardante trop sur les horaires. Donc je le déposais très tôt le matin avant d'aller à l'école véto et on le récupérait, bah, des fois tard des fois elle m'appelait, elle me dit: «Bon Hélène, vous rentrez quand? Il y a toujours Titouan qui est là?» Parce qu'il s'appelle Titouan mon fils et elle a toujours été super compréhensive, il l'appelait Tata, enfin c'était vraiment des gens extraordinaires et ça a été sa nounou tout le temps et c'est vrai que quand tu es bien entouré, que tu as des gens, moi c'était à la campagne, hein, tu vois? On était dans la campagne de Loire-Atlantique, c'est pas la même chose que quand on est dans des grandes villes. Il y a vraiment, la nounou, c'est la famille, quoi. Mmh. Et c'est grâce à ça, ça a été vraiment, chouette et je pense que mon fils a bien vécu cette période aussi. Ouais. Je pense. Il est équilibré en tout cas. Bon, en tout cas, c'est pas banal. Tu disais tout à l'heure que donc après ces études-là, tu es chargée de consulte, à l'école. Ouais, ça dure 2 ans. C'est ça, et comment, ça enchaîne avec ce 1er poste, chez, Desbrosses? Ouais. Alors Comment en se fait la fait, transition? quand on est chargé de consultation, évidemment, il y a des praticiens extérieurs qui viennent donner des cours, aux étudiants. Ça a toujours lieu et il y avait notamment, des cours, alors je m'en rappelle plus, il y avait eu un cours sur la castration, il y avait, des cours de chirurgie, je ne sais plus. En tout cas, il y avait, le docteur Francis Desbrosses qui était venu donner un cours et le docteur Roland Perrin aussi, qui était son associé à l'époque, qui était venu à l'école, de Nantes et puis bon, bah, c'était moi qui m'étais un peu occupée, de leur accueil, on avait anesthésié des chevaux, enfin il y avait tout ça et donc du coup, j'avais pas mal collaboré avec eux à l'époque et ça s'était très bien passé.
Et à la fin de mes 2 ans, j'apprends qu'ils cherchent, un assistant, dans leur clinique à Saint-Lambert-des-Bois, à l'époque, dans les Yvelines. Et ils cherchent un assistant pour s'occuper, plus, de la clientèle, locale en collaboration avec leur nouvel associé qui s'appelle Thomas Launois à l'époque. Donc ils étaient 3 associés, Francis Desbrosses, Roland Perrin, Thomas Launois. Et donc il y avait, des assistantes à l'époque, c'était pas mal de femmes, qui travaillaient avec eux. Et donc ils avaient besoin d'une 3e assistante. Il y en avait déjà une à l'époque, c'était Karine Portier qui était chargée des chevaux hospitalisés. Et il y avait ma grande copine Sophie Mosseri, qui était elle responsable de l'imagerie médicale. Et donc ils cherchaient une troisième personne pour les aider. À cette époque-là, la clinique était vraiment la clinique de référé. Enfin, pour moi, c'était la référence, quoi. C'était la clinique des Oui, Brosses, c'était le summum à connu, l'époque. ouais. Ouais, voilà. Bon, ça l'était encore quand moi je suis sortie d'école. Ouais. Et je postule en me disant: «Ils vont jamais me prendre, c'est pas possible. Une petite nana sans expérience qui sort de l'école», même si ça s'était bien passé, j'y croyais pas du tout. Je recontextualise un tout petit peu pour nos auditeurs ce monde-là n'existe plus. Parce que Ouais. maintenant, comme il y a très peu de postulants, en Ouais, fait, à peu près ouais. tout le monde est pris. Mais c'est une époque où, en fait, il y avait une compétition très dure sur les Ouais. postes, notamment en équine. Ouais, ça a totalement changé depuis. Et donc ça, c'était en 99. Et puis contre toute attente, je suis prise. La difficulté, en plus, c'était que moi, j'habitais, donc j'avais ma vie en Loire-Atlantique, à côté de Nantes, et que le poste imposait, c'était 10 jours de travail consécutifs, 4 jours de repos. Donc c'était, moi, il n'était pas question que ma famille déménage. Donc en fait, il fallait que je vienne travailler à Paris, en région parisienne, alors que mon mari, mon fils, étaient en Loire-Atlantique à côté de Nantes. Et que à cette époque, ce type de poste, en fait, comme les assistants, ça tournait beaucoup à la clinique des Brosses parce que les gens, c'était très difficile, c'était très exigeant. Et ils avaient vraiment un problème pour garder les assistants assez longtemps. Et en fait, ils te demandaient un engagement moral, parce qu'évidemment, on pouvait pas l'écrire, mais de rester au moins 2 ans. Moi, c'est ce qu'ils m'avaient demandé à l'époque. Et par contre, on vous recrute, mais faut que vous restiez 2 ans au moins. Donc c'était des CDI, évidemment. Ce monde n'existe plus. Voilà, mais les gens craquaient souvent avant les 2 ans. Ouais, je me souviens de ça. Ouais, je me souviens. Et moi, à l'époque, c'était mes idoles, quoi. Je voulais vraiment travailler avec eux. Et donc, j'ai eu le poste. Donc ça a été un peu compliqué parce que mon conjoint, lui, me voyait m'installer à côté de la maison. Il avait déjà des plans pour moi, entre guillemets. Il me disait: «Ouais, j'aimerais bien que tu t'associes». Il y avait une petite équine à côté, qui faisait de la mixte et tout. Mais moi, à cette époque-là, j'avais envie de soigner les meilleurs chevaux, d'être la meilleure vétérinaire. Quand t'avais 27 ans, 28 ans? J'ai eu mon fils à 22 ans, donc c'est ça. ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, Et c'est ça. j'avais envie d'excellence, en fait. Et donc je lui dis: écoute, je pars pour 2 ans, je travaille 10 jours, je reviens 4 jours à la maison». Et donc c'était un vrai sacrifice, hein, pour eux, pour la famille. Et on le fait. Et en fait, moi, au bout des 2 ans, j'adore ce que je fais à la clinique des Brosses et je veux pas repartir. Ouais. Et là, c'est compliqué pour ma famille parce qu'évidemment, moi, j'ai pas du tout envie de revenir en Loire-Atlantique. J'ai envie de rester à Paris. J'ai envie de continuer à faire ce que je fais parce que le travail est très très dur, mais il est passionnant. Et donc, je décide de rester là-bas. Et puis, petit à petit, évidemment, mes relations personnelles, ça va se compliquer. Et ça finira d'ailleurs par un divorce, un peu annoncé. Mais voilà, moi, à cette époque-là, j'ai priorisé ma carrière professionnelle. Et c'est vrai que c'était un petit peu dur. Maintenant, avec le recul, je rechangerai rien parce que j'ai tout appris là-bas, en fait. On réécrit pas les histoires. Non, je regrette rien du tout. Et justement, quand tu dis que c'était extrêmement exigeant, l'équine était très dure à cette époque-là. C'est encore dur, mais ça allait beaucoup moins. J'ai même entendu déjà en interview Francis Desbrosses dire qu'ils étaient trop durs et que c'était pas si mal que les choses aient changé. Est-ce que tu peux nous raconter en quoi c'était exigeant et dur physiquement et moralement? Alors à cette époque-là, il y avait
pas de convention collective des vétérinaires. À cette époque-là, en fait, pour se former, on était prêt à accepter beaucoup de choses très compliquées. Donc, les astreintes, les gardes, tout ça, c'était pas rémunéré parce qu'en fait, notre rémunération, c'était notre formation, en fait. Maintenant, c'est des trucs complètement, Mais je pense ahurissants, mais du tout. bah, en fait, si, on T'avais était un petit payé. fixe. On avait, en fait, le mode de rémunération à l'époque, c'est qu'on avait un fixe qui était pas très élevé. T'as un ordre d'idée? Non, je vais vous dire des bêtises, je me rappelle plus. Franchement, j'ai gommé ce truc-là. Mais il y avait des primes. En fait, il y avait 4 primes. C'est ça un peu le truc. Il y avait une prime pour la bonne humeur. C'est vrai? Une prime, ouais, on l'avait appelé comme ça. Je sais pas si c'était ça à la base, mais pour le bon esprit d'équipe en tout cas. Ouais. Une prime pour le bon entretien du matériel, si tu pétais un truc. Une prime pour l'assiduité. Il fallait pas rater, fallait être là tout le temps. Et puis une prime sur non pas ton chiffre d'affaires, mais sur le nombre de chevaux que tu voyais. D'accord. Voilà, donc ça c'était une partie de ta rémunération. Ce qui au début, moi me convenait tout à fait, il y a pas de problème. Mais au bout de 5 ans, parce que je suis restée 5 ans là-bas, au bout de 5 ans, tu te laisses vraiment ta vie et t'as un peu de galère quand même financière et ça a participé. Parce que tu bosses énormément et ramener à l'heure, en fait, t'es vraiment dans un système qui est vraiment sous-payé. C'est sous-payé, clairement. Et puis surtout, t'as des astreintes, des nuits d'astreinte, des nuits de garde, t'enchaînes les gardes, les machins, et tout ça, c'est pas du tout pris en compte, en fait. Et physiquement, t'es jeune, donc t'as pas l'impression de souffrir, quoi. Non, moi j'encaissais le truc, j'adorais ça. La preuve, j'ai tenu 5 ans, j'aurais pu continuer encore, j'aurais pu encore continuer. Je me voyais bien rester là-bas. J'adorais Francis Desbrosses. C'est vraiment quelqu'un à qui je dois tout. J'adorais tout le monde d'ailleurs, en fait, ça se passait très bien avec tout le monde. Mais j'ai une sympathie particulière pour Francis Desbrosses parce que il m'a vraiment formée. J'ai été une des assistantes qui a bénéficié d'un petit truc en plus que les autres n'ont pas eu, je pense. C'est que tous les lundis matins, j'avais un rendez-vous pour le petit-déj avec Francis Desbrosses et Thomas. À 7h du matin, on débriefait de tous les cas que j'avais eus en clientèle dans la semaine. Et Francis Desbrosses, c'est un puits de science, un puits de connaissances. C'est quelqu'un qui laissait, mais qui laisse parce que il pratique plus, mais c'est resté le même homme, qui laisse rien au hasard, qui bénéficie d'une expertise et une expérience importante. Je sais que ce type de travail ne convenait pas à tout le monde, qu'il y en a qui supportaient pas le travail là-bas, mais moi j'ai adoré. J'ai adoré parce que tout était rigoureux, quelle que soit l'heure de la journée, quel que soit l'état de fatigue. C'était le même. C'était du systématique tout le temps. Un cheval, on l'examinait de la même façon, qu'il soit 7h du matin, qu'il soit 22h le soir. Il y avait jamais de raccourci, jamais de... après, c'était ceux qui ont connu la clinique, il y avait des fiches techniques pour tout était hyper Oui, finalement, toi, tu trouves réglé. ton compte dans la rigueur, ce qui d'ailleurs, à la Fédération nationale des courses hippiques, est une des qualités essentielles, c'est assez logique. Et visiblement, tu te nourris intellectuellement sur ce poste-là. Bon, et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Finalement, ce changement de poste est assez brutal, c'est à la suite d'un accident, c'est ça? Oui, en fait, il y avait un week-end où on avait opéré des chevaux, on avait fait une chire de colique une nuit, j'avais géré toute seule un hospitalisé de colique qui avait été resté juste en gestion médicale, mais à cette époque-là, quand tu étais de garde, tu faisais tout toute seule, tu avais un des associés en référence qui était là, mais en fait, toutes les gardes, la nuit, les machins, c'est toi qui les fais. On avait opéré un cheval une nuit. J'arrive le lundi matin, je dois enchaîner ma semaine, alors que j'ai passé une nuit de garde, un week-end de garde affreux. Et il y a un petit couac financier en fait qui me fait péter un boulon. Le cheval que j'avais géré toute seule tout le week-end, finalement sur la facturation, il m'est pas associé. Puis comme je suis fatiguée, je suis irritée. Je vois que ce truc-là, ça va pas être sur ma fameuse prime parce que c'est la petite goutte d'eau, le petit truc qui me rend énervée dès le lundi matin. J'avais la fatigue, j'avais une stagiaire de 3e avec moi. On part en visite et on va voir le cheval qui s'appelait Irak. Je me
Tu t'en souviens, Ah il y a ouais, des trucs dont je me on se souvient souviens. toute Ouais, sa vie. c'était un cheval hyper compliqué et c'était une de mes copines assistantes qui l'avait suturé, qui avait dû réussir à le suturer, qui avait dû galérer. Il avait une petite plaie interne, face interne d'un canon antérieur, enfin un truc bénin, mais le cheval était tellement compliqué, il était hyperesthésique, c'était très compliqué, il supportait rien, il supportait pas qu'on le touche. Elle avait dû galérer pour le suturer et moi j'y allais pour juste retirer les poings et les agrafes. Donc je fais ce truc qui était un acte bénin en fait, mais qui était un acte de grande tension vu le caractère difficile du cheval. Et je finis le truc bêtement, ça se passe tout bien. Et puis je me relâche avec la fatigue et stupidement, je vais éponger avec une compresse, une goutte de sang qui perle après avoir retiré les poings. Et au lieu de le prévenir, de prendre toutes mes précautions habituelles, je vais direct avec ma compresse sur la petite goutte de sang. Et là, le cheval hyperesthésique retrousse l'antérieur hyper brutalement. Et je me prends l'éponge de son fer dans la figure. Oh la vache. Mais j'avais la tête derrière l'intérieur, enfin le truc, mais que jamais j'aurais fait. Mais avec la fatigue, j'étais pas lucide en fait, et j'étais pas lucide, j'étais énervée, enfin tout ce qui était le facteur prédisposant pour avoir un accident. Et je me prends l'éponge de sang fer dans la dent, et par miracle, rien dans la figure quoi. Je me prends l'éponge du fer qui me tape dans ma dent, et là je vois ma dent qui part dans la paille, dans le box. Vache. Ah. Et là je me dis ah merde, j'ai pas de douleur sur le coup. Et là je me redresse, je vais voir ma tête et je vois ma tête dans la vitre de ma voiture et je me vois sans dents, c'est une incisive, tu vois, et je vois ma tronche sans dents. Et là je m'effondre en pleurs. Bah, tu m'étonnes. Et en fait, j'avais ma copine Sophie, si jamais elle écoute ce podcast. Désolée Sophie, mais j'avais été traumatisée. Sophie avait eu un implant dentaire et elle était restée plusieurs mois sans incisive en fait. Et en fait, j'avais cette image de ma copine Sophie sans incisive et en fait, ça m'a traumatisée. Je me suis dit, je veux pas avoir cette tête-là. Pardon Sophie, si tu écoutes. Et donc je m'effondre en pleurs et alors que finalement tu aurais pu avoir un vrai accident. Ouais, j'aurais pu avoir en fait c'était pas grave en fait, j'ai une dent sur pivot depuis, enfin voilà, tout va bien, j'ai toujours peur qu'elle tombe mais tout va bien en fait, il y a rien de grave. Et je revois cette pauvre propriétaire de cheval catastrophée qui me voit en pleurs, qui me dit "Oh Hélène, je suis désolée, oh mon cheval est trop bête, je suis désolée." Je lui dis "Mais moi en pleurs." Je lui dis "Mais non, c'est pas de votre faute, c'est pas de la faute de votre cheval non plus, c'est moi." Enfin voilà, le truc catastrophique alors que c'était la fatigue en fait. Et voilà, cette pauvre stagiaire de ce 3e, je sais pas ce qu'elle est devenue, mais elle a dû être traumatisée. C'était son premier jour. Je sais pas ce qu'elle a fait après, mais j'ai pas eu de suite. Et enfin bon, j'appelle une de mes clientes qui était dentiste. J'appelle, je dis Françoise, en pleurs, faut faire quelque chose, j'ai plus de dents. Non, évidemment, elle me recolle une dent. Enfin, bon, tout s'arrange. Mais je rentre à la clinique et là, Francis Desbrosses, qui avait une grande habitude de tout ce genre de choses et qui savait que ça allait être un élément déclenchant et qui avait bien aperçu que j'étais borderline. Fleur de peau en fait. T'étais arrivée à un stade. Voilà, ouais, me dit Hélène, arrêtez-vous, c'est un truc traumatisant qui vient de vous arriver en fait. Parce que moi j'étais repartie pour refaire mes visites l'après-midi. Il me dit non, vous arrêtez. Et là je m'arrête. Et là je réfléchis. Et quand je reviens, je donne ma démission. Je dis non, j'en peux plus. En fait, je m'écroule. Cette prise de recul, en fait, elle te permet de prendre cette décision. Ouais. Auquel tu t'avais déjà pensé avant ou non? Non. Et là, je prends le recul, je dis je peux plus continuer comme ça. En fait, le fait de m'arrêter, ça me fait réfléchir, ça me dit. Et je me rends compte que je peux plus continuer comme ça, que tout ce qui a sans doute que j'avais dû en avoir marre de la fatigue, de la galère financière, des choses comme ça à l'époque, parce que sans doute que ça a dû s'accumuler, mais je me rappelle pas du tout. La seule chose dont je me souviens, c'est que j'en pouvais plus, quoi. C'est que j'en pouvais plus et que je donne ma démission et que au moment où je donne ma démission, je veux arrêter d'être veto. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, ça va beaucoup plus loin. C'est pas je veux changer de poste, c'est même pas je veux arrêter d'être veto équin, c'est je veux arrêter d'être veto. Alors, je veux arrêter d'être veto équin, ça c'est sûr. Et je me dis à l'époque, à un moment, je me dis même, je vais faire caissière chez Leclerc, quoi. C'était mon truc, quoi. J'en pouvais plus, quoi. Ouais, t'en pouvais plus. Et en fait, je me dis, je vais faire veto à domicile en canine pour les urgences, histoire de couper, quoi. Et j'entrevois ça et j'annonce à mes parents. Je me verrai toujours le jour où j'annonce à mes parents que j'ai donné ma démission et que je veux arrêter. Et là, mes parents, on mangeait en fait dans un restaurant et là ils me disent,
Ils s'arrêtent tous de parler, ils me regardent, ils me disent: «Non, c'est pas possible, on a fait tout ça pour ça». C'est ce que me dit ma mère, quoi. Elle me dit: «On a fait tout ça pour ça». Et c'est vrai qu'en fait, je m'étais pas rendu compte, mais ils se sont beaucoup Ils se sont sacrifiés pour, pour que je puisse faire ce que je voulais faire. Et en fait, cette phrase de ma mère, je l'ai toujours dans la tête, quoi. Et là, je me dis: «Waouh, c'est vrai». Mais j'en pouvais plus à l'époque. Et donc, à cette époque-là, je me dis: «J'arrête». Mais je vraiment pendant quelques semaines, je me dis vraiment: «J'arrête la profession». Et puis, à cette époque-là, j'avais, mon conjoint qui était maréchal ferrant, en fait, donc c'est pas le père de mon fils. Entre-temps, je m'étais séparée du père de mon fils. Et ce conjoint qui était maréchal, il me dit: «Non mais Hélène, faut que tu t'installes, les clients ils t'adorent, tu peux pas arrêter la profession, c'est pas possible, c'est pas possible». Et là, à cette époque-là, j'en démords pas, je veux m'arrêter, puis je veux surtout pas avoir de problème avec la clinique des Brosses, parce que je leur dois, monsieur Desbrosses, je lui dois beaucoup. Et je veux pas, je démissionne, mais je démissionne pas parce que je veux aller m'installer à côté ou leur faire du tort ou un truc comme ça. Je démissionne parce que j'en peux plus. Et après, je réfléchis. J'avais une clause de non-concurrence dans mon contrat qui était pas rémunérée, donc qui, on m'a toujours dit, elle était pas valide. Ouais, elle était pas valide. Mais je veux la respecter parce que je veux pas d'histoire. Donc après mûre réflexion, je décide de m'installer. Au bout de combien de temps après? Quelques mois après, hein, Donc t'as pris quand même un peu le temps de prendre du recul et de te poser finalement. Oui, j'avais un préavis, je me rappelle plus de combien. Après, je me suis remis effectivement, et puis quelques mois après, je me réinstalle tout doucement, quoi, en respectant la clause de non-concurrence, en ne parlant pas, en étant hyper réglo, en ne disant rien à tous les clients, mais finalement je reste quand même en région parisienne, je reste quand même pas très loin, et le bouche à oreille fait son œuvre. Et c'est vrai que je retrouve une clientèle très rapidement, en fait. D'accord. Et c'est quand même s'installer seul en itinérance, donc on n'est pas. Enfin, surtout que moi j'étais en stage chez toi. Alors t'étais déjà avec quelqu'un, mais je me rappelle qu'on faisait quand même des grosses journées. Je me rappelle de ta collègue qui écrivait sa prise de rendez-vous au volant en conduisant. Vraiment, c'est un truc qui m'a marqué. Je sais plus comment elle s'appelait. Ça t'a peut-être connu Nathalie Merlin. Oui, Nathalie Merlin. Voilà, exactement. Donc en fait, c'est pas non plus de tout repos. Comment t'abordes cette nouvelle expérience? Alors, pleine d'enthousiasme, en fait, parce que très rapidement, en fait, les clients que je retrouve, c'est des clients qui me cherchent, c'est des clients qui m'aiment, avec. Et puis le bouche à oreille fait que j'ai que des clients formidables. Et en fait, je refais une clientèle vraiment avec des gens humainement formidables. Et ça va très vite, et je travaille beaucoup, ouais. Et comme tous les débuts, je travaille rapidement trop. Je tarde à faire les factures au départ. Donc avant de prendre le taureau par les cornes, j'ai problème de trésorerie. Des petits problèmes, parce qu'évidemment, je travaille trop, je m'occupe pas assez de la facture, des comptes rendus, des machins comme ça. Et après je vais rectifier le tir assez rapidement, mais quand même au départ, j'ai eu cet écueil-là. Et puis très rapidement, je vais prendre une vétérinaire pour travailler avec moi, puis après une deuxième, une ASV, une secrétaire qui me fait et ça grossit assez rapidement, en fait, tout en restant itinérante. Et mais j'adore mon métier. Franchement, Ça c'est dure très combien dur. d'années? Je reste à mon compte pendant 6 ans. D'accord, ok. Pendant 6 ans, et ces 6 ans, ces 6 années, enfin franchement, j'en ai que des bons souvenirs, hein, mais comme toute clientèle libérale et comme toute personne, je pense, qui travaille, c'est vrai pour la profession de vétérinaire, mais j'imagine que c'est vrai dans plein d'autres métiers. Mais évidemment, au départ, les clients, c'est des amis, c'est des gens que j'aime, c'est des gens qui ont la même vision que moi du cheval. Donc ça se passe très bien, mais plus tu grossis, plus évidemment, il y a des gens de l'extérieur que
statistiquement, tu finis par avoir des gens moins bien, voire des cons, excusez-moi. Et évidemment, et avec certaines difficultés. Et puis, je pense que quand on est veto, quand tu soignes le cheval, évidemment, quand tu guéris un truc difficile, t'es le meilleur veto du monde. Et puis le jour où ça se passe mal, t'es le plus nul. Alors, avec ma clientèle de base, j'ai pas cette difficulté-là, mais avec les nouveaux, il peut y avoir des choses un peu plus difficiles. Et puis évidemment, au départ, t'es toute seule, c'est toi, mais après, quand t'as des salariés, ils sont difficiles avec tes salariés, les clients, ils sont exigeants, ils veulent Mais à n'avoir. gérer de l'humain, en fait, dans Voilà, l'histoire, quoi. voilà. Et des en difficultés fait, de recouvrement, peut-être aussi? bien sûr, ça, il y en a. Je pense que c'est le propre de l'équine. Moi, je pense par rapport à des cliniques, j'en avais pas tant que ça, mais j'en avais quand même un petit peu. Quand j'ai arrêté ma carrière, j'avais, mon activité libérale, j'avais 30 000 € d'impayés. C'est pas énorme par rapport à certains, mais c'est beaucoup trop quand même. Ouais, bien Et c'est sûr. 30 000 € que j'ai traîné à cause du début, parce que j'ai mal géré au début. Ouais, Et d'accord. puis, et en fait, une des choses qui m'a fait arrêter le libéral, à un moment, c'est une cliente qui justement est de très très mauvaise foi, une cliente avocate. C'était Nathalie justement qui avait géré son cheval un week-end. Elle avait tout fait impeccablement, on l'a vu au téléphone, elle avait tout géré, enfin. Et la dame, on avait eu son consentement par téléphone pour faire des examens, pour faire des choses. Les examens reviennent négatifs. On avait suspecté pyro ou lepto, c'était un cheval qui avait de la fièvre. Enfin, on avait fait différents examens et à faire les résultats reviennent de labo, reviennent négatifs. Mais le cheval allait bien, on l'avait traité. Enfin, il allait impeccablement. Et elle avait refusé de payer la facture parce que en fait son cheval, on lui avait dit que c'était peut-être une pyro, mais c'était pas une pyro, donc elle voyait pas pourquoi il faudrait qu'elle paye la facture. J'espère que ses clients, en tant qu'avocate, si elle gagne pas le procès, ne la paye pas. Voilà, enfin, elle m'avait dégoûtée. Et ça faisait partie des bas qui m'ont beaucoup affectée à cette époque-là. Et alors c'était peanuts, hein, deux jours après, une semaine après, c'était oublié, mais ça fait partie des choses quand tu te défonces, que tu fais les choses bien, Ouais, c'est dur à vivre. ça te met des petits coups au moral. Mais là, ça, c'est le propre de tous les vétérinaires, en fait, hein. Ça fait partie de notre activité. Tu peux pas marcher bien tout le temps. Et du coup, le déclic suivant, la transition suivante avec la Fédération des courses, ça se passe comment? Au bout de 6 ans, tu te dis... Au bout de 6 ans, donc, on grossit. T'as quand même une pression, les salariés. Je me mets beaucoup la pression. Moi, je suis quelqu'un qui se met beaucoup la pression, qui veut toujours faire les choses bien. Et puis, évidemment, quand il y a tout, je me rappelle à cette époque-là, je me faisais toute une histoire du document unique. C'est des trucs administratifs, mais il y avait la mise en place de tout ce qui était la radioprotection, tous ces trucs-là. Donc j'avais passé le truc PCR. le PCR, voilà. Et puis j'avais l'impression que toutes ces charges administratives qui s'accumulaient, du fait que t'es des salariés, des trucs, j'avais l'impression que ça m'éloignait de mon métier de vétérinaire, que ça me mettait une pression terrible. Plus gérer du personnel humain aussi, même si elles étaient adorables, c'est quand même une pression, hein, de gérer des salariés. On se rend pas toujours compte quand on est salarié que c'est pas facile d'être patron, voilà. Ouais, Et et du coup, je me mets beaucoup la pression là-dessus. Et puis il suffit que dans la semaine t'aies eu des clients ou des cas difficiles, ça va pas, et voilà, je me réveille un dimanche matin, je suis de garde, c'est moi qui suis de garde ce jour-là, faut que j'aille voir un cheval, et j'arrive pas à sortir de mon lit. Je suis fatiguée, en fait, je suis fatiguée, et j'arrive pas à sortir de mon lit, faut que j'aille voir ce cheval-là. Et j'ai à cette époque-là ma copine Marie Grandcolo, qui écoutera peut-être ce podcast aussi, que je vois beaucoup moins maintenant, mais qui à l'époque j'étais beaucoup en contact avec elle. Et elle est véto préleveur pour la Fédération des courses à l'époque. J'ai travaillé avec elle. Ouais. Et Marie, on discute, on parle de je sais plus quoi, de la pluie, du beau temps, des trucs. Et je lui dis, écoute, j'en ai marre, je suis au bout, j'ai envie de changer de métier. Allez, je recommence. T'es cycle de 5-6 ans. Ouais, voilà, j'ai 5-6 ans, c'est exactement ça. Et là, je suis dans mon lit, je me dis, j'ai envie de changer de métier, je suis fatiguée. Et elle me dit, oh,
mais la Fédération des courses, ils cherchent un vétérinaire pour reprendre la tête du service de biologie. Oh, t'as vraiment le profil, tu devrais. Et à cette époque-là, je suis déjà un petit peu intéressée par le contrôle antidopage parce que je suis dans mes clients, j'ai beaucoup de gros centres équestres de l'Île-de-France, dont des gros centres équestres qui sont à la FFE, Fédération française d'équitation, et qui m'avait demandé d'être la veto référente pour leur, je sais même plus comment on appelait ça à l'époque. Enfin bon, j'ai déjà un pied à la FFE dans la commission contrôle antidopage, parce qu'à l'époque, les commissions contrôle antidopage des chevaux de sport sont gérées par les fédérations. Et donc, je suis à la commission d'appel de la Fédération française d'équitation. Et donc, je suis déjà intéressée par tout ce qui est contrôle antidopage. Et filière course, ça fait pas pas du tout, dans tes clients, pas du tout. Non, j'ai très peu de chevaux de course dans ma clientèle. J'ai beaucoup du cheval de selle, du cheval de sport. J'ai quelques clients de course, mais j'ai pas vraiment, c'est pas du tout ma clientèle. Et en fait, donc elle me dit ils cherchent quelqu'un. En plus, ils ont besoin de quelqu'un qui a une pratique équine parce qu'il y a beaucoup de relations avec les véto-praticiens. Donc faut avoir de la connaissance en clientèle. Et puis faut être intéressé par la thématique du contrôle antidopage. Faut avoir des connaissances. Elle me dit écoute, je pense que tu as un profil. Rigoureux. Ouais, faut être rigoureux. C'est un peu ma maladie. Donc elle me dit tu devrais postuler. Et elle me dit en plus je crois qu'ils ferment le poste là, enfin et je crois qu'ils sont en fin de recrutement quoi. Donc on est le dimanche matin. Donc là je sors de mon lit, je vais voir mon cheval et je me dis ouais, je fais mon CV. Passe mon CV. Donc l'après-midi je fais un CV, j'ai pas fait ça depuis je sais pas combien d'années. Donc je fais un CV, je l'envoie à une copine qui me dit, je lui dis si tu peux pas me le remettre un peu joli là parce que elle me refait un truc très beau. J'envoie le CV le lundi matin. Et le mardi j'ai un entretien. Et le mercredi, on me dit, on vous veut. On vous veut, mais on va mettre le recrutement un petit peu en stand-by parce que ça changeait de secrétaire général à l'époque. Il me dit, on vous veut, mais il y a une autre personne qui est sur la liste, en fait, et on aimerait que le recrutement final soit décidé par le nouveau secrétaire général. Donc, j'avais eu l'entretien avec le secrétaire général qui partait à la retraite. Et donc, il fallait que mon recrutement soit confirmé par la nouvelle, en fait. Et donc j'ai un second entretien avec la nouvelle secrétaire générale qui s'appelle Hélène Dalcorso, une personne avec qui j'ai travaillé, qui est vétérinaire aussi, que j'adore aussi, qui est vraiment une femme extraordinaire, et qui va me recruter et qui va me dire Hélène, c'est toi qu'on veut, mais comme tu as quand même une clientèle, on va te laisser le temps de gérer ta clientèle, de gérer moi. Elle me dit je peux faire la passation pendant 6 mois. Donc finalement le recrutement on va le décaler de 6 mois, mais c'est toi qu'on veut. Voilà. Et donc j'ai 6 mois pour gérer. Ce qui est impeccable en fait. Tout s'enchaîne superbement. Alors évidemment mon coup de mou du dimanche matin il est passé. J'ai à nouveau la patate, ma clientèle je l'adore, tout va bien, j'aime tout le monde, mon travail je l'adore. Et là je me dis mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je plante tout ce que j'ai construit pour aller dans ce poste, ou est-ce que je continue? Et là le doute m'envahit bien sûr. Là t'as le temps de mûrir, j'ai le temps de tourner en mûrir. boucle dans ta tête. Voilà. Mais en fait il y avait quelque chose dans la clientèle que je ne supportais plus. C'était l'hiver dehors, parce que moi j'étais itinérante et j'avais beaucoup de mal avec l'hiver. Travailler dehors dans le froid l'hiver. En plus je faisais beaucoup à l'époque de dentisterie, je me rappelle. Je faisais toute la dentisterie l'hiver pendant la période un peu où les concours ralentissent et tout ça. Faut se motiver quand même. Voilà. Et j'avais du mal. Et je me dis est-ce que je me vois encore à 60 ans faire ça? Je réfléchis, je me dis à cette époque-là, j'ai pas loin de 40 ans, un peu moins, j'ai 35 ans, un peu plus, entre 35 et 40 ans. Je me dis est-ce que à 60 ans je me vois encore faire de la clientèle? Je me voyais pas continuer à faire des tests de flexion, faire secouer comme un prunier, me mettre à 4 pattes pour recoudre des chevaux, je sais pas, je me vois pas vieillir dans la profession. Et là je me dis c'est un poste qui est quand même hyper intéressant. Qu'est-ce que je fais? Et puis j'ai la chance. À cette époque-là, ma salariée c'était Nathalie Merlin.
Et en fait, j'ai encore une chance extraordinaire, mais ma vie est bordée de chance en fait. Et en fait, à l'époque, Bailly Vétérinaire, donc c'est Christophe Schlotterer, le vétérinaire fondateur de cette clinique. À cette époque-là, il a envie de s'agrandir et il propose à Nathalie de s'associer avec eux et de reprendre tous mes encours, la clientèle, tous les encours, mais tout ce que j'ai investi, mon matériel, mon stock et tout ça. Et ils sont super. Et donc on fait comme ça. Ils reprennent tout. Et ce qui me permet d'arrêter en étant à zéro, quoi. Et ils reprennent mes véhicules, ils reprennent mes crédits en cours et tout ça sur le matériel. Et du coup, Nathalie s'associe avec eux. Et tu laisses rien sur le carreau, en fait. Non. Ouais. Et ça, c'est une grande chance. Je leur remercie parce que ils auraient très bien pu me laisser fermer la boutique et puis reprendre les clients comme ça et puis me laisser dans la merde. Et en fait, Christophe, c'est quelqu'un d'hyper réglo et de toute façon, dans cette clinique, ils sont tous humainement formidables. Je les aime beaucoup, je les vois plus. Mais à l'époque, quand on signe tous les papiers, Christophe me dit, ouais, de toute façon, Hélène, dans 2 ans, tu vas revenir. Tu pourras venir avec nous, on te reprendra. C'est sympa. Et en fait, 2 ans après, j'avais pas du tout envie d'arrêter ce que je faisais. Et du coup, justement, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi consiste la Fédération nationale des courses hippiques et en quoi consiste ton poste, en fait? Ouais. Alors là, du coup, évidemment, changement complet. Hein. Je ne soigne plus du tout de chevaux. Je suis passée de l'autre côté de la barrière. Mon travail, en fait, ça consiste à faire en sorte que il y ait des contrôles antidopage qui soient réalisés tous les jours en France. Toutes les courses, en fait, donc en fait, en France, on a deux sociétés mères qui gèrent les courses. Donc la société mère de France Galop qui s'occupe des courses de galop et la société mère du trot qui s'occupe des courses de trot. Et transversalement à tout ça, il y a un organisme qui s'appelle la Fédération nationale des courses hippiques qui est chargé de tout ce qui est politique commune de l'institution des courses et notamment qui a dans ses missions d'organiser et de gérer la lutte antidopage. Donc en fait, les sociétés mères définissent la politique de contrôle antidopage, disent voilà, nous on veut que toutes les courses soient contrôlées, on veut que tel entraîneur soit contrôlé. Et moi je fais en sorte que tous ces contrôles aient lieu tous les jours. Et pour ça, on a des équipes sur le terrain, sur toute la France, de vétérinaires et d'aides vétérinaires qui font les contrôles antidopage. Donc il y a énormément de contrôles dans les courses. C'est une activité extrêmement contrôlée. Tu peux donner la volumétrie? Oui, on fait à peu près, pour donner un ordre d'idée, on fait 28 000, en 2024, on a fait 28 700 prélèvements à peu près, contrôle antidopage sur les chevaux de course. Pour vous donner un ordre d'idée, l'ensemble des sports en France, si tu prends toutes les fédérations sportives, donc rugby, tennis, athlétisme, vélo, c'est entre 10 et 12 000. L'année dernière, ils ont fait 12 000 prélèvements, tout sport confondu, parce que c'était une année olympique, mais en fait, en vrai, c'est plutôt 10 000 prélèvements. Et nous, dans les courses, en fait, on fait 28 700 prélèvements d'urine et de sang, alors que dans les sports, en général, c'est soit de l'urine, soit du sang. Donc, tu vois, on est sur des volumétries très différentes. Et parmi ces sports, il y a aussi les sports équestres qui sont donc gérés pas par la Fédération des courses, mais qui sont gérés par l'Agence française de lutte contre le dopage. Évidemment, c'est pas les mêmes budgets, donc c'est pas les mêmes ressources. Et en sports équestres, l'année dernière, il y a eu environ 300 prélèvements dans l'année. Tu vois, donc on est dans des volumes extrêmement différents, qui s'expliquent pour différentes raisons. Hein. Mais voilà, donc ça veut dire que tous les jours il y a des courses, tous les jours il y a des contrôles, tous les jours il y a des contrôles inopinés à l'entraînement. Et ça demande, ça fait travailler beaucoup de personnes puisque j'ai à peu près 36 vétérinaires qui travaillent sur tout le territoire. Alors évidemment pas tous à temps plein, il y en a qui travaillent de façon très parcellaire, qui vont travailler 1 ou 2 missions par mois, et puis j'en ai d'autres qui sont à temps plein. Et ils travaillent en collaboration avec des aides vétérinaires qui les assistent pour toutes les opérations de prélèvement. Les pispots, ouais, qu'on appelle, qu'on peut appeler comme ça. C'est surtout sur les hippodromes parisiens qu'on les appelle comme ça, mais voilà. Et donc ça, c'est une partie de mon travail, donc de gérer tout ce petit monde-là, s'assurer que toutes les missions soient réalisées, que les procédures soient bien respectées, que
surtout gérer l'aspect salaire, mission, planning de tous ces gens-là. Je dis en passant, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puisque j'ai travaillé presque 3 ans pour toi. Tu m'as recruté là-dedans. Et c'est ça, d'ailleurs, qui m'a permis de monter VetoJob, parce que j'ai pu me lancer dans l'entrepreneuriat parce que, par ailleurs, j'avais ces missions-là et que je pouvais gagner ma vie, faire bouillir la marmite comme ça. Oui, parce que l'avantage, c'est que quand on travaille, c'est une activité... donc, j'ai 3 vétérinaires qui sont à temps complet, mais les autres, ils ont une activité à temps partiel. Ouais, c'est ça. Et en fonction, en fait, de ce qu'ils nous donnent, en fait, de ce qu'ils peuvent et de ce qui... Oui, c'est donc, ça. en fait, il y avait tu choisis... une flexibilité énorme. En fait, j'aurais pas pu rêver meilleur job pour faire ça, franchement. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, effectivement. Donc ça, c'est une grosse partie de mon job. Et puis après, évidemment, tout ce qui concerne la lutte antidopage, il y a un aspect prévention. Donc, il y a beaucoup d'interrogations de la part des sociopros, de la part des vétérinaires praticiens. Donc, il y a vraiment un aspect, beaucoup de conseils auprès des vétopraticiens suite à des traitements, beaucoup d'aspects de formation des entraîneurs aussi, en réglementation, santé animale, prévention, hygiène, prévention des maladies infectieuses. Voilà, donc ça rajoute pas mal de choses à mon activité, qui a vraiment une partie beaucoup de contacts téléphoniques avec que ce soit les sociopros ou que ce soit les vétérinaires, pour leur donner des conseils sur des mesures à adopter suite à des traitements pour éviter les contrôles positifs, parce qu'évidemment il y a beaucoup de risques quand on traite un cheval d'avoir des contrôles positifs suite à la médication. Donc c'est ce qu'on veut éviter. Donc il y a quand même une activité de conseil qui est importante et de prévention. Et puis donc j'assure aussi toute l'interface entre le laboratoire des courses et les sociétés mères qui en fait n'ont pas de... Le laboratoire des courses travaille vraiment de façon anonyme et donc c'est la fédération des courses qui est destinataire de tous les résultats. Donc je fais un peu la relation entre le laboratoire des courses et les sociétés mères. Voilà. Donc en fait c'est un travail avec plein de facettes, très prenant aussi, alors complètement différent d'une activité de praticien libéral, mais pour autant avec aussi beaucoup de pression. Surtout, il y a beaucoup de salariés, donc finalement, il y a aussi des difficultés avec ça. Gérer les ressources humaines, c'est quand même une grosse partie de mon job. Et puis après, il y a toute la pression médiatique. Et depuis de nombreuses années, quand même, il y a la partie bien-être animal qui est très importante. Et donc, on travaille beaucoup à la fédération pour quand même rassurer le grand public sur ce qui se fait dans les courses, parce qu'il y a une image un peu négative peut-être de l'activité des courses. Ça suscite énormément de fantasmes même sur le dopage. Exactement. Donc il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Alors il faut progresser, bien sûr. On a beaucoup tous à progresser sur le sujet, mais c'est une préoccupation très importante de la filière et donc ça c'est des choses qui m'occupent aussi beaucoup. Et du coup sur la partie vraiment dopage, est-ce que tu peux nous dire un peu où en est l'état actuel des connaissances, si c'est vraiment un fantasme de penser que les chevaux sont dopés et que finalement la recherche dans le dopage va plus vite que la recherche dans l'antidopage. Voilà, est-ce que tu peux nous donner des grandes indications? Et aussi, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de dopage sur médication, donc des résidus de médicaments. Ça représente à peu près combien de pourcents des contrôles positifs? Alors, en fait, quand on parle de contrôle antidopage, on peut aussi parler de contrôle des médications, parce qu'en fait, effectivement, la majorité des substances qu'on va mettre en évidence lors du contrôle antidopage, ce sont beaucoup des suites de médications. Donc des chevaux qui ont été traités dans les règles de l'art et avec soit des problèmes d'élimination liés aux doses, au temps d'administration ou à des résidus post-infiltration avec des temps d'élimination qui sont mal maîtrisés. Donc ça, c'est vrai que c'est la majorité des cas positifs. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on avait fait en 2024 28 700 prélèvements.
ça représente à peu près 0,02 en fonction des années, 0,2, 0,25% de positifs. Donc c'est très peu en fait, selon les années, entre 60 70 cas positifs. Évidemment, ça peut être fluctuant parce qu'il peut y avoir des années où il y a plus de problèmes notamment, on a connu des années avec des problèmes de contamination, des phénomènes de contamination qui sont très fréquents. Que ce soit des contaminations alimentaires ou l'année dernière on a eu un cas un petit peu particulier avec de l'alcool. Je pourrais t'en reparler si tu veux, mais voilà, donc en fonction des années ça peut fluctuer quand même, mais globalement c'est à peu près les chiffres, 0,02% de positifs, et dans ces 0,2% il y a à peu près 3/4 des cas qu'on explique par des problèmes voilà, soit de médication du cheval, soit de mauvaise gestion de l'écurie, un médicament mis dans une mangeoire, le cheval est changé de box, il va dans la mangeoire, un cheval qui va être traité et qui échange de box, la litière, il peut y avoir une recontamination par la litière, ça va très très vite parce qu'en fait les contrôles sont très très importants. Alors même si sur les substances thérapeutiques on a les limites de détection sont harmonisées, mais ça peut aller très vite de contaminer un cheval et de le rendre positif. Il y a besoin de beaucoup de prévention et d'explications sur les bonnes pratiques à l'écurie. T'as des anecdotes là-dessus, vraiment, que vous avez investigué, des trucs un peu dingues de contamination? Oui, bien sûr. La contamination, je me rappelle la première fois, alors ça c'était au début, donc moi je suis à la Fédé depuis 2010. Les premières années, je me rappelle, on avait eu des cas d'oxazépam, plusieurs cas d'oxazépam. Donc l'oxazépam, c'est la molécule qu'il y a dans le Seresta, qui est un anxiolytique, qui est pas mal utilisé comme anxiolytique chez l'homme, mais aussi utilisé en sevrage alcoolique. D'accord. Et on avait eu plusieurs cas, et notamment à l'hippodrome sur des chevaux qui avaient couru à l'hippodrome de Saint-Malo. Et donc, j'étais allée investiguer à cette époque-là. Comme il y avait plusieurs cas, on s'était dit, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'eau usée ou de choses comme ça? Parce que en fait, le système d'arrosage de la piste, ça venait d'un système de récupération des eaux usées. Enfin, ils avaient un système un peu particulier. Donc, on était parti sur cette hypothèse-là. Et puis, en fait, finalement, les prélèvements qu'on avait faits, il s'était avéré que, en fait, c'était la litière des box qui servait à héberger les chevaux. Et pourtant, les box, c'était des box sur copeaux. Et en fait, il y avait plein d'oxazépam dans les box. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'en fait, en face de l'hippodrome, il y avait un centre d'accueil pour les SDF. D'accord. Ils urinaient dans les box. Et en fait, la nuit, ils venaient se regrouper. En fait, il y avait une porte qui n'était pas fermée, et ils venaient boire des coups et pisser dans les box de l'hippodrome qui était en face. Sacrée enquête, hein, pour en arriver là. Et donc, il y avait toute une ligne de box qui était plombée à l'oxazépam, et ça avait rendu positif plusieurs chevaux. Et c'est un peu, ça a été le point de départ où on s'est rendu compte là qu'il y avait pas mal de cas avec de l'urine humaine qui pouvait, parce qu'en fait, sur un cheval, si le cheval mange la paille ou les copeaux quelques heures avant d'être prélevé, ça peut, dans les urines, ça va faire le même niveau de la substance que s'il avait été traité quelques jours auparavant. Voilà. Donc en fait, et c'est vrai que pour le laboratoire, il y a de la présence dans l'urine. Le laboratoire, lui, il n'a pas d'idée d'où ça vient. Et après, c'est l'enquête qui permet, c'est l'enquête qui permet de le déterminer. Et c'est ça qui est intéressant dans les courses, c'est que dès qu'il y a un cas positif, il y a systématiquement une enquête. En fait, quand on a un cas positif, donc c'est le laboratoire qui va nous apprendre la détection. Il nous donne le certificat d'analyse. Tout est anonyme à ce moment-là. Et après, il y a une levée d'anonymat avec un huissier qui vient à la fédération pour ouvrir la fameuse enveloppe qui contient le procès-verbal de prélèvement. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend quel est le cheval et l'entraîneur impliqué. Et après, donc l'enquête est ouverte, et en fait, on va à l'improviste. Alors en général, c'est le vétérinaire de la société mère concernée qui le fait, mais ça peut arriver que ça soit, à l'époque, moi, ça m'arrivait de faire des enquêtes. Maintenant, j'ai plus trop le temps de le faire, mais ou sinon, je peux envoyer un des vétérinaires de la fédération faire les enquêtes. Et on va à l'improviste chez la personne qui est impliquée, et on va mener l'enquête sur place sans lui expliquer au départ, sans lui dire à quelle molécule il est positif. Donc évidemment, en fonction du type de substance, on va s'orienter plus sur des médicaments humains qui ont pu être donnés dans l'entourage du cheval, ou des médicaments quand c'est de la triamcénonacétonide par exemple, qui est un corticoïde qui est administré fréquemment en infiltration. Là, on sait qu'il va falloir bien regarder les traitements du cheval. Quand on a des cas de caféine, on sait que c'est plus des problèmes
problèmes qu'on a dans l'alimentation du cheval. Donc en fait, en fonction de la substance, on va s'orienter vers différents types de prélèvements, mais on peut être amené, bon évidemment on va reprélever le cheval, mais on peut être amené à prélever de la litière, on peut être amené à prélever de la mangeoire, on peut être amené à prélever des flacons qu'on va prendre dans la pharmacie. Voilà, en fonction des contextes, il y a cet aspect enquête qui est toujours très intéressant et qui peut être un peu compliqué. Okay. L'hiver dernier, on a eu des problèmes avec de l'alcool qui était frictionné sur les chevaux pour les réchauffer en fait après l'effort. Et en fait, cet alcool était pas contaminé. C'est pas un problème de contamination, mais c'est un problème de fabrication. Et il y avait des substances dans l'alcool. D'accord. Et ça a été une enquête très très compliquée, très très difficile, mais qui a fini par aboutir. Et voilà. Et c'est chaque cas est pris vraiment très au sérieux et l'enquête est vraiment très approfondie et on essaye toujours de trouver la cause. Alors, des fois, on la trouve pas et il y a quand même 20% des cas qui sont pas expliqués. Alors, ce qui peuvent être dus pour du coup de la fraude systématiquement. Et en tout cas, quand on trouve pas l'explication, là, ça reste toujours un peu l'hypothèse de la fraude réelle. Mais bon. Et quelles sont les conséquences, les sanctions pour les entraîneurs? Alors, chaque détection positive, chaque cas positif entraîne la disqualification du cheval de son épreuve. D'accord. Sachant que les parieurs, eux, en amont, ils ont, enfin, ça fait déjà longtemps qu'ils ont touché les gains. Ça change rien pour le parieur. Ça change rien pour le parieur. C'est vraiment pour l'entourage, puisque le temps d'analyse, en général, c'est un cheval, un prélèvement négatif en 8-10 jours, il va sortir négatif. Un prélèvement positif avec il y a toujours des contrôles, des multiples vérifications. Ça peut mettre 3 semaines à sortir. Donc en fait, on a les résultats en général, le temps de la levée d'anonymat avec l'huissier, tout ça. On a la connaissance du cas positif 1 mois après, en général, la compétition. Donc, les prix sont déjà payés depuis longtemps et on revient pas là-dessus. Mais, du coup, le cheval va être disqualifié parce qu'il a couru sous l'influence d'une substance. Donc, c'est disqualification systématique. Et d'ailleurs, ça peut être un peu, des fois déstabilisant. Par exemple, on a des cas des fois de testostérone supérieur au seuil. La testostérone, voilà, ça peut être un anabolisant administré, mais c'est une substance à seuil puisque c'est produit de façon naturelle par les chevaux, aussi bien les femelles que les mâles ou les hongres. Et pour les hongres et les femelles, il y a un seuil. Et il arrive que certaines juments aient des tumeurs des ovaires et qui déclenchent des sécrétions de testostérone importantes. Et on peut avoir des dépassements du seuil. Donc là, dans le cadre de l'enquête, quand on a de la testostérone supérieure au seuil sur une jument, ça arrive chaque année, on en a 1 ou 2 cas. En fait, au cours de l'enquête, on va demander à ce qu'un vétérinaire praticien, le vétérinaire praticien de la jument, vienne faire un examen gynécologique pour aller examiner les ovaires. Voilà. Et donc, quand on conclut à la présence d'une tumeur ovarienne, évidemment, c'est pas de la faute de l'entraîneur, il peut pas le savoir. Donc, il va pas avoir d'amende. Par contre, la jument sera quand même disqualifiée de sa course. Et donc, l'allocation, elle n'est pas encore versée à ce moment-là? Bah si, elle est versée, mais il la perd. Il la perd. Voilà, il la perd. C'est pas sa faute, il a pas d'amende, mais la jument a couru sous l'influence. Donc la disqualification est systématique. Les amendes, ça va dépendre du taux de la substance concernée. Voilà, si il y a des substances, on parle de substances de catégorie 1 ou catégorie 2, sachant que les catégories 2, c'est les dopants majeurs, donc les anabolisants, les EPO, toutes les hormones synthétiques, les peptides, tout ça, voilà, ça c'est des hormones, des substances de catégorie 2, donc qui sont punies avec des sanctions bien supérieures. Et puis si l'entraîneur est en état de récidive aussi, les sanctions sont aggravées. Et après, tu peux avoir des suspensions du cheval, plus ou moins longues, et des suspensions de la licence de l'entraîneur, plus ou moins longues aussi, avec du sursis au départ, et puis après avec des suspensions qui peuvent être très longues. C'est variable, voilà, en fonction de l'état de récidive et de la gravité de l'infraction. Est-ce qu'il y a des substances qui passent sous les radars? Comment vous menez cette recherche-là? Moi, je pense par exemple aux Jeux équestres mondiaux de mémoire, c'était au Mont-Saint-Michel quand c'était en France, l'endurance, où il y avait vraiment des chevaux très très devant et où là tu te dis waouh, comment c'est possible? Est-ce que pour autant c'était négatif, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas détectables aujourd'hui? Alors bien sûr, il y a des choses qui se détectent
analytiquement, donc ils peuvent effectivement se détecter au laboratoire. Et il y a tout un tas d'infractions aux règles antidopage qui ne sont pas détectables analytiquement. Donc, soit parce que les substances administrées sont des substances endogènes, donc qui n'ont pas forcément de seuil, ça peut participer. Soit, par exemple, il y avait... Alors, du coup, les réglementations évoluent. C'est pour ça les codes des courses évoluent en permanence pour s'adapter aussi aux pratiques. Notamment, tout ce qui est, pour citer un petit peu une évolution récente, c'est que tu as tout ce qui est médecine régénérative, par exemple l'IRAP, le PRP, ça a quand même une action antalgique, c'est une action anti-inflammatoire. On s'est rendu compte avec... donc ça, c'est des choses qui ne se détectent pas, bien sûr, puisque c'est des substances endogènes. On injecte des dérivés sanguins du corps, donc évidemment, on peut rien trouver là-dessus. Mais ça a quand même un effet sur le cheval. Donc, il a fallu réglementer ce type de pratique de façon à ce que ça ne soit pas utilisé trop proche des courses, parce que ça peut, à part certaines personnes, faut pas stigmatiser, parce que globalement les gens font quand même attention, mais effectivement tu as toujours des gens qui essayent de faire les choses qui ne se détectent pas le plus près de la compétition pour bénéficier des effets des substances. Il y a beaucoup d'argent en jeu aussi. Exactement, beaucoup de pression. Donc effectivement, certaines personnes peuvent être tentées de faire ce genre de pratique. Et donc du coup, on a été obligé de réglementer dans les courses l'usage de ce type de produit qui ne se détecte pas, et pour l'interdire avec une certaine période. Donc là, actuellement, c'est interdit au galop dans les 8 jours qui précèdent la course. Il va y avoir une augmentation de ce délai prochainement, parce que on essaye toujours de protéger le cheval. C'est vraiment le but de la réglementation, c'est de protéger les chevaux au maximum. Donc ça évolue en permanence. Donc ça fait partie des choses, par exemple, qui ne peuvent pas se détecter analytiquement. Et donc ça fait partie du contrôle qu'on va faire sur pièce, sur les contrôles qui sont menés de façon inopinée à l'écurie, où on va vérifier les ordonnances que les délais ont bien été... et que les délais ont bien été respectés par rapport à la réglementation. Et puis après, t'as des choses, effectivement, qui ont des délais de détection très courts, et que si tu prélèves pas le cheval au bon moment, tu peux passer à côté. Donc ça, c'est l'intérêt. Donc je pense notamment à certains peptides qui sont un peu les dopants très en vogue actuellement, et qui peuvent se détecter pour certains, mais avec des fenêtres de détection très courtes. Donc l'intérêt de les détecter, la façon de les détecter, ça va être de multiplier les moments de prélèvement à des phases plus inattendues. Donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup de contrôles hors compétition inopinés, y compris des contrôles même avant les courses, quelques heures avant, voire la veille, voire l'avant-veille. En fait, faut faire de l'inconfort. Les vétérinaires débarquent sans prévenir le matin. Voilà. Donc on fait beaucoup ça. Inopiné, mais tu ne peux pas être derrière cheval, chaque entraîneur, Globalement, en fait, faut quand même se rendre compte qu'il y aura toujours des tricheurs. C'est dans la nature humaine. Ça, en plus, il y a de l'argent en jeu, donc il y aura toujours des tricheurs. Ça serait se voiler la face que d'imaginer le contraire. On en est bien conscient. En revanche, en France, il y a énormément de contrôles. L'institution met vraiment beaucoup d'argent sur le tapis pour qu'il y ait beaucoup de contrôles et que la politique soit bien menée. Il y a des failles. Tu peux pas être derrière chaque cheval, tu peux pas prélever tous les chevaux tout le temps, mais en fait les moyens sont quand même mis pour faire le maximum de contrôle et mettre les tricheurs dans le plus d'inconfort possible. Et ça se voit bien sur les chiffres. Je te disais que là on est à 0,2% de positifs en France sur 28 000 et quelques prélèvements. Il faut savoir que le laboratoire des courses hippiques, qui est le laboratoire donc qui analyse les prélèvements des courses françaises, mais aussi les prélèvements des chevaux de sport et aussi de d'autres pays dans le monde, c'est un laboratoire qui a une réputation internationale très élevée, qui est un laboratoire très performant. On a la chance d'avoir ce laboratoire en France. Eh bien, ce laboratoire, sur les clients étrangers qu'il analyse aussi, sur les prélèvements qui viennent d'autres pays, qui sont des pays où il y a moins de pression de contrôle, c'est des pays où
où il y a certainement un peu plus de dopage parce qu'il y a moins de pression, on est sur des niveaux de positifs beaucoup plus élevés. On est à 4-5% de positifs sur ces prélèvements-là. Donc, et sur lesquels on peut avoir des prélèvements où on va trouver les fameuses molécules vraiment entre guillemets sataniques, les dopants majeurs. On peut avoir sur certains pays qui viennent soit du Moyen-Orient, soit de l'Est, soit d'Amérique latine. On peut avoir des chevaux avec plusieurs substances dans les prélèvements et des substances vraiment graves. Donc on voit la différence. Donc certes, il y aura toujours la nature humaine fait qu'il y aura toujours du dopage, mais en France, en fait, globalement, je pense que les entraîneurs font très attention, sont très respectueux des règles qui sont très contraignantes pour eux. Il y a énormément de contrôle et globalement, en France, les courses sont quand même quand même clean. Ouais. Et ça, c'est important parce qu'en fait, ça fait partie, nous, de la protection du cheval, en fait. S'assurer que ça y va de la survie des courses, en fait, si tu veux. Si les courses, elles sont quand même d'ailleurs toutes les activités avec des animaux, quelles qu'elles soient, même monter à cheval, maintenant ça peut être remis en cause par certaines personnes. On se doit de protéger les chevaux. Ils sont vraiment, c'est des animaux extraordinaires. Moi, j'ai fait vétérinaire pour protéger les chevaux, pas pour les amener au casse-pipe et pas pour leur faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Donc, et c'est ça maintenant le sens que je trouve à mon métier, tu vois, c'est de faire en sorte que on fait du mieux possible. Alors évidemment, il y aura toujours des gens pour te dire vous en faites pas assez, vous faites pas ceci, vous faites pas cela. J'allais te parler du documentaire auquel tu as participé, où tu avais passé ce grand message-là, Course hippique, la grande triche. C'était un complément d'enquête. Un complément d'enquête. Oh là là. Pas mal à charge. Ouais, complètement à charge. Comment, justement, c'est ce que tu disais, c'est que une partie de ton métier, c'est cette intervention médiatique pour aller un peu désamorcer ce type de choses. Comment tu l'as vécu, ce documentaire? Je l'ai très mal vécu. Je l'ai très mal vécu. À l'époque, ça a été assez compliqué parce que effectivement, moi je vois tout ce qu'on fait, je vois la rigueur qu'on y met derrière. Évidemment, c'est pas parfait, mais franchement, mais qui est parfait? Voilà, on y met vraiment beaucoup de moyens humains, financiers et franchement, on travaille très bien. J'ai pas honte de le dire. Et quand je vois des gens qui essayent de salir les choses pour faire du buzz, pour se mettre en avant, à l'époque, ça m'a fait vraiment beaucoup de peine parce que ce tournage sur ce complément d'enquête particulièrement, je me rappelle très bien, les équipes sont venues tourner au laboratoire des courses. Elles sont restées toute la journée au laboratoire. Ils ont posé plein de questions. Ludovic Bailly, le directeur. De 3 minutes, quoi. Voilà, le directeur a répondu à toutes les questions. Et puis finalement, tu vois au montage qu'ils ont gardé que des séquences coupées dans les coursives, dans les escaliers, alors que le laboratoire des courses hippiques, c'est un truc énorme où il y a des dizaines de spectromètres de masse, des machines qui valent des millions, et avec des personnes qui sont derrière ces machines, qui font un travail de dingue, qui ont une renommée internationale, qui font des publications internationales sur le truc. Enfin, il y a des pointures. Et l'idée, c'était de montrer qu'il y avait une sorte de boîte noire. Voilà, et que le coupage, c'est la tête de Ludovic Bailly qui a l'air embarrassé par la question. Sauf qu'en fait, la question, c'est la tête qui est mise à l'écran, c'est même pas la tête qui correspond à la question. Enfin, moi, ça m'a marqué en le regardant, tu vois. Bon, j'ai évidemment horrible. Pas ta connaissance, mais j'ai quand même travaillé 3 ans là-dedans et ça m'a marqué effectivement que le choix des images et du montage était quand même largement subjectif, quoi. Ouais, et puis en plus, il y a un amalgame. Après, je comprends, il y avait un amalgame terrible entre les courses d'endurance, entre les sports équestres, entre les courses, un amalgame sciemment, des mélanges. Mais c'est vrai que je me rappelle, on avait été autorisé, moi et puis l'équipe. Il y avait le secrétaire général, je crois. On avait été autorisé à voir juste la veille de la diffusion, à voir les images. On avait été reçus par les journalistes et ils nous ont fait regarder l'émission devant un ordinateur. Et je savais très bien qu'il devait y avoir des micros ou des caméras qui, au cas où, qui essayaient d'avoir nos réponses à chaud. Et moi, j'avais été
offusqué par l'amalgame, la scène du début qui était complètement stupide parce que c'était des écuries d'un concours d'endurance où effectivement il y avait un sachet de protecteur gastrique par terre, sachant que l'oméprazole c'est une substance autorisée en sports équestres, donc il y avait aucun sujet. Et c'était mené de façon à faire du sensationnel. Et donc à la fin du visionnage, j'avais dit aux journalistes, ils m'avaient dit alors vous en pensez quoi? Ils étaient très fiers d'eux. Alors vous en pensez quoi? Je lui ai dit il y a quand même beaucoup d'amalgame, vous mélangez tout là. C'est pas très rigoureux là ce que vous faites. Enfin vous mélangez tout et vous mettez le doute dans la tête des gens. Et le gars il me regarde et il me dit mais madame, ça reste un cheval. Et oui, il avait raison, ça reste un cheval. Sauf que tu ne peux pas, sur le fait que ça reste un cheval, que ça soit un cheval de sport ou que ça soit... Il y a des abus, bien sûr, il y a des abus dans le sport, il y a des abus partout et il faut absolument lutter contre ces abus. Tu as parlé de dérives en endurance, ça certainement. Je crois que la Fédération française, la Fédération équestre internationale a mis en place pas mal de mesures. Il y a encore beaucoup à faire, il y a encore beaucoup de travail à faire. De toute façon, ça c'est indéniable. Mais jeter le discrédit sur des professionnels qui sont pas du tout les gens impliqués dans ce qu'ils racontent, faire l'amalgame, je trouvais ça particulièrement malhonnête et je déteste la malhonnêteté. Et ça c'est un truc que j'arrive pas à digérer. Et à l'époque, toute la pression qu'il y avait eu autour de ce truc, ça m'avait beaucoup affecté. Ça m'avait beaucoup affecté personnellement. Et surtout qu'il y a eu à l'époque aussi beaucoup d'affaires avec la police. Il y avait des affaires du judiciaire où j'avais été pas mal impliquée. Et j'avoue, parce qu'on m'avait sollicité mon avis pour un avis technique. Et là, j'avoue qu'à cette époque-là, j'avais un peu morflé. Ouais. Ouais, je comprends. Est-ce que on a été exhaustif sur cette partie course ou tu vois une question que j'aurais pu oublier? Je sais pas. Ouais, je pense. Après, j'ai eu quand même dans les choses qui ont été un petit peu difficiles pour moi, j'ai eu un moment, mais je pense que je te l'ai dit un petit peu, mais je sais pas si ça ressortait. J'ai eu un peu un conflit intérieur, un peu éthique sur ce que je fais. C'est pour ça que je te dis que mon métier, en fait, il a un sens, même si à un moment, justement, du fait de cette pression médiatique, cette charge et tout ça, à un moment, je me suis dit est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que je suis à ma place dans ce que je fais? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Et en fait, j'ai travaillé pas mal sur moi à l'époque, et en fait, je pense que oui, parce que même si on peut pas tout faire, ce que je fais, je sais que c'est utile. Et je vais pas révolutionner. Il y aura toujours des cons, il y aura toujours des gens qui utilisent mal leur cheval, des gens qui font pas ce qu'il faut, qui essayent de transgresser les règles. Mais tout ce qu'on fait, je pense qu'on le fait avec le cœur et on essaie de le faire du mieux qu'on peut. Et c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà pas mal. Ouais, voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis je peux pas changer le monde. Non, c'est clair. et voilà. Donc non, je suis contente. Et même si j'ai eu même débat dans mon job actuel, hein, je vais te dire, il y a des moments où ça reste un travail. Non, je quand même. J'ai réussi à prendre du recul. J'ai beaucoup travaillé sur moi ces dernières années. Alors du coup, avant de conclure, j'ai une petite question subsidiaire un peu plus personnelle, mais qui est quand même rattachée à tout ce qu'on vient de dire. Tu m'as écrit quand on a préparé cette interview que tu avais donné toute ta vie à tout travail au détriment de ta vie personnelle. Quel regard tu portes là-dessus aujourd'hui? Voilà, est-ce que tu as des regrets? Qu'est-ce que tu ferais pareil? Qu'est-ce que tu ferais autrement? Alors, je changerais rien, en fait. Bonne réponse. Je ne changerais rien parce qu'en fait, tout ce que j'ai fait, ça m'a nourri. Et c'est grâce à tout ce que j'ai fait que maintenant je suis capable de faire les choix que je fais maintenant. Et rien n'arrive par hasard. J'en suis persuadée que tout est écrit et que c'est grâce à tout ce que j'ai fait que maintenant je suis capable de faire ce que je fais avec le recul avec lequel j'ai maintenant, que je n'aurais pas eu il y a quelques années, que je n'avais pas, mais ça m'a permis de beaucoup travailler sur moi, sur ma façon d'aborder les choses. Je suis quelqu'un de
même si quand je maîtrise les choses, je suis très sûre de moi, mais j'ai toujours peur de mal faire, j'ai toujours peur de pas être à la hauteur, j'ai toujours envie de bien faire. Ça m'a des Ça, fois c'est ça, en fait. ouais, mais ça m'a bouffé l'intérieur plusieurs fois. Et mais en fait, c'est grâce à ça que voilà, que je suis la femme que je suis maintenant et je regrette pas et je changerai rien. En fait, je changerai rien. Tout va bien. C'est chouette. Je rajoute une petite question, même si on a largement dépassé le temps imparti. J'espère que tu as encore un tout petit peu de temps. Ce petit garçon que tu as eu à 22 ans, qu'est-ce qu'il est devenu et en quoi la manière finalement assez investie et assez chronophage dont tu as géré ta carrière a influé sur l'homme qu'il est devenu? Alors, Titouan, mon fils chéri. Je suis très fière de lui. Il m'a beaucoup inquiétée à une époque parce qu'il savait pas ce qu'il allait faire et il a toujours été Sa adorable. maman a toujours su ce qu'elle allait faire. Ouais, voilà. Et donc moi, ça m'a toujours stressée. Il était en terminale, il savait pas ce qu'il allait faire. Il est allé en fac, il savait pas ce qu'il allait faire. Et moi, je savais très bien qu'il fallait pas qu'il aille en fac. Il a voulu aller en fac quand même. Ça a été une catastrophe. Il avait jeté en fac. Et puis un jour, il a eu un déclic. Et il est parti faire de l'alternance dans l'aménagement paysager. Et maintenant, il est salarié dans une boîte d'aménagement paysager qui est très fier de lui. Et moi, je suis très fière de lui aussi. Il fait des terrasses en bois et tout. Il s'éclate dans son job. Et je suis très fière de dire que c'est un type extra. Et que sa copine a beaucoup de chance parce que comme je l'ai laissé très autonome, il sait faire à manger, il sait faire le ménage, il sait repasser et il travaille et il est adorable. C'est un garçon adorable. Et je suis très fière de lui. Et c'est ma fierté. Oui, on voit que c'est ému. Ouais, finalement, tu as fait des choix qui étaient parfois de partir loin, etc. Ouais. Mais ça a développé chez lui beaucoup d'indépendance, des qualités d'autonomie. Et j'avoue qu'à 40 ans, j'ai un moment, je me suis dit, j'aimerais bien avoir un autre enfant pour pouvoir lui apporter ce que j'ai pas pu partager à mon fils à cette époque-là. Parce que c'est vrai qu'avec la vie professionnelle qu'on a, j'ai pas été beaucoup avec lui au départ. Ouais, bien sûr. Et ça m'a manqué un petit peu à 40 ans. Puis à 40 ans, c'était trop tard. J'étais plus fertile. Puis finalement, la vie m'a bien servi parce qu'en fait, je suis plus avec l'homme avec qui j'étais à 40 ans. Et donc, c'est très bien que j'ai pas eu d'enfant avec. Mais finalement, tu vois, tout s'enchaîne normalement. Mais c'est vrai que c'est un petit regret parce que je me dis que j'aurais pu, à 40 ans, apporter quelque chose à un enfant que je ne l'ai pas fait avant. Mais c'est pas grave, c'est la vie. C'est OK avec ça. Ouais, c'est une jolie manière de conclure. Avant de nous séparer, j'ai une question. Quelle phrase, citation ou maxime t'accompagne dans ta vie professionnelle? Ah ouais, alors là, quand tu m'as posé cette question-là, en fait, c'est rigolo parce que à la Fédération des courses, j'ai un bureau dans lequel il y a toute une partie un peu vitrée sur laquelle tu peux écrire. C'est comme un paperboard, mais c'est un mur du bureau. Et un soir, je bossais assez tard, je faisais pas mal de trucs. J'ai une équipe, faut savoir que je t'ai parlé de l'équipe des vétérinaires, mais j'ai surtout une équipe locale au bureau de 5 filles extraordinaires que j'adore, qui sont l'équipe du service de biologie. C'est le SBE comme on l'appelle, et c'est toutes des filles extra. Et en fait, un soir où on avait bien travaillé, j'ai écrit sur le mur. J'ai écrit une phrase bateau qu'on connaît, que tout le monde connaît, mais qui résume bien. C'est tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Et je l'ai écrit en gros sur le mur et puis j'ai dessiné une tête de cheval et je leur ai mis une petite bulle et je leur ai mis merci pour tout ce que vous faites. Et voilà. Et donc ça c'est sur le mur du bureau et je pense que ça résume bien. Et on la gardera précieusement. Comment nos consoeurs et confrères peuvent te contacter si elles sont interpellées par ce qu'ils viennent ils peuvent m'appeler. Le numéro de mon téléphone qui est sur ma signature au bureau, tout le monde peut m'appeler. Des SMS, mon adresse mail h.bourguignon comme le bœuf bourguignon @lescourshippiques.com. Voilà, et je tâcherai d'y répondre. Impeccable. C'est le moment de conclure. On retient de ton témoignage l'importance d'oser
prendre des virages, de réajuster son plan de carrière en restant fidèle finalement à sa vocation initiale. Le cheval ne t'a jamais quitté. Moi, je retiens aussi ton exigence, ton engagement dans le travail et puis ta lucidité finalement sur ce parcours et sur les réalités des métiers que tu as pratiqués. Et je suis ravie d'avoir pu donner à nos auditeurs et auditrices ce regard sur la lutte antidopage parce que moi, j'ai apprécié ces 3 années et c'est un domaine très spécifique qui enrichira la jolie collection entre guillemets de vétérinaires de Vetomicro. Donc, merci pour ce partage. Merci à toi pour cette proposition. Salut Hélène, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Vetomicro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Vetomicro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.